Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Les maîtres des dragons. Un roman court par Jack Vance. Chapitre 12. Tapant du pied et jurant à voix basse, Carcolo attendait à l'entrée de la crevasse Clybourne. Dans son esprit défilaient des images d'issues heureuses ou malheureuses. Les basiques pourraient décider de baisser les bras devant les difficultés que représentait le Val Bonbeck et de partir. Joas Bonbeck pourrait attaquer directement à découvert pour sauver le village Bonbeck de la destruction et ainsi se détruire lui-même. Bast Given pourrait se révéler incapable de conduire les hommes découragés et les dragons rebelles de la vallée heureuse. Chacune de ces situations pouvait se produire. Chacune anéantirait ses rêves de gloire et ferait de lui un homme brisé. Il arpentait le granit érodé. Toutes les 5 secondes, il jetait un coup d'œil sur le Val Bonbeck. Toutes les 8 secondes, il se retournait pour scruter la morne ligne d'horizon, à la recherche des hautes silhouettes de ses hommes et des formes sombres de ses dragons. À côté du vaisseau, attendaient 2 maigres escouades de cavaliers lourds, les rescapés de la première attaque et la réserve. Ils patientaient en petits groupes silencieux, regardant l'inexorable destruction du village Bonbeck. Les flèches, les tours et les falaises qui avaient abrité la population s'ébranlaient, puis s'effondraient, morceau par morceau, formant des monticules de plus en plus élevés. Un déluge encore plus intense s'abattit sur les éboulis. Les boulders cassaient comme des œufs. Les éclats de roches roulaient dans la vallée. Une demi-heure s'écoula. Hervis Carcolo, l'air abattu, s'assit sur un rocher. Un cliquetis, des bruits de pas étouffés. Carcolo bondit sur ses pieds. Serpentant sur la ligne d'horizon, se traînaient les piètres rescapés de ses troupes. Des hommes découragés, des harpies maussades et irascibles, une petite poignée de démons et guère plus d'horreurs bleues et de meurtriers. Les épaules de Carcolo s'affaissèrent. Que pouvait-on accomplir avec une armée réduite à ce faible effectif? Il prit une profonde inspiration. De la contenance, que diable! Ne baisse pas les bras! Il afficha un air hâbleur. Avançant d'un pas, il s'écria. « Hommes! Dragons! Aujourd'hui nous avons subi une défaite! Mais cette journée se termine! L'heure de la rédemption a sonné! Nous allons nous venger des basiques et de Joas Bonbeck! » Il examina le visage de ces hommes, espérant y déceler quelques traces d'enthousiasme. Ceux-ci lui rendirent son regard sans manifester le moindre intérêt. Les dragons, dotés d'un entendement plus limité, grognèrent, sifflèrent et murmurèrent. « Hommes et dragons !» beugla Carcolo. « Vous vous demandez comment nous accomplirons ces exploits? Je vous réponds ceci. Suivez-moi là où je vous conduis. Combattez là où je combats. Que nous importe la mort, puisque notre vallée est en ruine !» Inspectant une nouvelle fois ses troupes, il n'y trouva que manque d'énergie et apathie. Il étouffa le grondement de la colère qui sourdait dans sa gorge et se retourna en criant d'un ton bourru par-dessus son épaule. « En avant !» Sur son araignée accablée, il prit alors la direction de la crevasse Clybourne. Le vaisseau des basiques pilonna les éboulis et le village Bonbeck avec la même violence. D'une position située sur l'arête ouest de la vallée, Joas Bonbeck assistait à la série d'explosions qui dévastaient les uns après les autres ces couloirs qui lui étaient si familiers. Ces pièces, ces salles taillées si soigneusement dans la roche, sculptées, ciselées et polies par des générations tout entières. Toutes étaient éventrées, rasées, pulvérisées. La cible fut bientôt la flèche qui abritait ses appartements privés, le cabinet de travail, l'atelier et le reliquarium des Bonbeck. Joas serrait et desserrait ses poings. Son impuissance le rendait furieux. Le but des basiques était clair. Ils avaient l'intention de détruire le Val Bonbeck, d'exterminer aussi radicalement que possible les hommes d'Aerlit. Et qu'est-ce qui pourrait les en empêcher? Joas observa les éboulis. L'astragale séculaire avait été presque complètement effacée de la surface de la falaise, où se trouvait l'ouverture de la vaste grotte des sacerdotes. Toutes les invraisemblables hypothèses qu'il avait émises à ce sujet devenaient futiles.
Dans 1 heure, tout au plus, le Val Bandbeck serait entièrement détruit. Joaz tenta de réprimer un insupportable sentiment de frustration. Comment arrêter cette destruction? Il s'obligea à mettre sur pied une stratégie. À première vue, une attaque dans la vallée équivaudrait à un suicide. Mais derrière le vaisseau noir s'élargissait un ravin identique à celui dans lequel il était caché, la crevasse Clybourne. La porte de l'engin était grande ouverte. Les cavaliers lourds, apathiques, s'étaient assis juste à côté. Joaz secoua la tête en grimaçant. Il était inconcevable que les basiques pussent s'exposer ainsi. Mais peut-être que leur arrogance leur avait fait écarter la possibilité d'un acte aussi audacieux. Son indécision le faisait arpenter le sol nerveusement. Une salve de balles explosives éventra la flèche qui abritait ses appartements. Le reliquarium, l'ancien trésor des Bandbeck, allait bientôt être détruit. Joaz eut un geste d'agacement. Il bondit et appela les plus proches de ses maîtres dragons. « Rassemble les meurtriers, 3 escouades de harpies, 2 douzaines d'horreurs bleues, 10 démons et tous les cavaliers. Nous allons escalader les orées Bandbeck, descendre dans la crevasse Clybourne et attaquer le vaisseau. » Le maître dragon s'éloigna. Joaz se laissa envahir par de sombres pensées. Si les basiques avaient eu l'intention de l'entraîner dans un piège, ils étaient sur le point de réussir. Le maître dragon revint et annonça « Les troupes sont prêtes. Allons-y. » Hommes et dragons se précipitèrent à l'assaut de la pente et émergèrent sur les orées Bandbeck. Obliquant vers le sud, ils parvinrent à l'entrée de la crevasse Clybourne. En tête de colonne, un chevalier imposa brusquement une halte. Quand Joaz s'approcha, il lui montra des empreintes sur le sol de la crevasse. « Des dragons et des hommes sont passés par ici récemment. » Joaz examina les traces. « Ils longent la crevasse. »« Oui. » Joaz dépêcha un groupe d'éclaireurs. Ceux-ci revinrent le prévenir au galop. « Hervis Carcolo est en train d'attaquer le vaisseau avec ses hommes et ses dragons !» Joaz fit effectuer un demi-tour à son araignée et s'élança dans le passage obscur. Son armée le suivit. Lorsqu'ils atteignirent l'entrée de la crevasse, des bruits de bataille ponctués de cris leur parvinrent. Débouchant dans la vallée, Joaz fut témoin d'une scène de carnage. Dragons et cavaliers lourds se massacraient à coups d'épée, de fusils thermiques et de pistolets. Où était Hervis Carcolo? Joaz s'aventura jusqu'à la porte du vaisseau pour regarder à l'intérieur. Hervis Carcolo avait dû y pénétrer. Était-ce un piège? Ou avait-il eu la même idée que lui en s'emparant du vaisseau? Et à quoi servaient les cavaliers lourds? Les basiques sacrifieraient-ils 40 guerriers pour capturer une poignée d'hommes? Déraisonnable, mais pour l'instant les cavaliers lourds tenaient bon. Ils avaient formé une phalange et concentré l'énergie de leurs armes sur ces dragons qui s'opposaient à eux. Un piège? Dans ce cas, tout était joué, à moins qu'Hervis Carcolo ne contrôlât déjà le vaisseau. Joaz se dressa sur ses étriers et fit signe à son armée. « À l'attaque !» Les cavaliers lourds étaient condamnés. Des meurtriers à longues pattes les attaquèrent par le haut, des meurtriers à longues cornes par le bas. Des horreurs bleues les saisirent à bras le corps, les taillèrent en pièces et les démembrèrent. La bataille était gagnée d'avance, mais Joaz s'était déjà précipité avec hommes et dragons en haut de la rampe. Des bourdonnements et des vibrations d'énergie, ainsi que des bruits humains, cris et hurlements de fureur, retentissaient à l'intérieur de l'engin. Frappé par la formidable puissance du vaisseau, Joaz s'arrêta brutalement et jeta un coup d'œil inquiet à l'intérieur. Derrière lui, ses hommes attendaient en chuchotant. Il s'interrogea. « Suis-je aussi courageux qu'Hervis Carcolo? Mais qu'est-ce donc que le courage? Je suis terrorisé. Je n'ose pas entrer. Pourtant, je n'ose pas non plus rester à l'extérieur. » Faisant fi de toute prudence, il franchit l'ouverture, talonné par ses hommes et une horde de harpies impatientes. Au moment même où il pénétrait dans le vaisseau, il comprit qu'Hervis Carcolo avait échoué. Au loin, les fusils retentissaient, les balles sifflaient, l'appartement de Joaz explosa. Une autre salve violente ébranla les éboulis, mettant à nu une partie de la falaise et les contours de l'immense ouverture qui y était dissimulée. Dans le vaisseau, Joaz se retrouva dans une antichambre. La porte intérieure était close. Il s'avança de biais et, à travers un panneau rectangulaire, jeta un regard dans ce qui lui sembla être un vestibule ou une chambre de largage. Hervis Carcolo et ses chevaliers étaient tapis contre le mur du fond. Une vingtaine de porteurs d'engins les surveillaient avec nonchalance. Dans une alcôve latérale, une bande de basiques, en pleine méditation, se reposait. Carcolo et ses hommes n'avaient pas encore renoncé. Sous les yeux de Joaz, Carcolo, furieux, fit un mouvement brusque en avant. Un rayon thermique violet grésilla et le projeta violemment contre le mur.
De l'alcôve, un des basiques qui regardait à l'autre bout de la pièce aperçut Joaz. Tendant le bras, il effleura une manette. La stridulation d'une alarme retentit. La porte extérieure se referma. Un piège? Une procédure d'urgence? Le résultat était le même. Joaz fit signe à 4 de ses hommes lourdement chargés. Ils s'avancèrent, s'agenouillèrent et installèrent sur le pont 4 des canons laser que les géants avaient transportés dans les éboulis. Joaz baissa le bras. Les canons vomirent. Le métal crépita, fondit. D'âcres odeurs envahirent la pièce. Le trou était encore trop petit. Feu! Les canons crachèrent leurs rayons destructeurs. La porte se liquéfia. Des porteurs d'engins s'élancèrent à travers la brèche en utilisant leurs fusils thermiques. Des flammes violettes atteignirent les rangs de Bandbeck. Des hommes se recroquevillèrent, se tordirent de douleur et s'effondrèrent, visages déformés par la souffrance, poings serrés. Avant que le canon pût riposter, des silhouettes aux écailles rouges se précipitèrent à l'attaque. Les harpies. Sifflant et gémissant, elles envahirent la chambre de largage et se jetèrent sur les porteurs d'engins. Elles s'arrêtèrent net, comme étonnées, devant l'alcôve qu'occupaient les basiques. Les hommes, rassemblés derrière elles, se turent. Même Carcolo observait la scène, fasciné. Le cheptel basique faisait face à son produit dérivé. Chacun voyait dans l'autre sa caricature. Les harpies avancèrent en rampant d'un air décidé et sinistre. Les basiques agitèrent leurs bras, pépièrent, trièrent. Elles se précipitèrent dans l'alcôve. Un terrible enchevêtrement de corps croissants s'ensuivit. Joaz, écœuré, détourna les yeux. Le combat prit fin rapidement, laissant place à un grand silence. Joaz regarda Hervis Carcolo qui fit de même. La colère, l'humiliation, la douleur et la frayeur empêchaient ce dernier de s'exprimer. Carcolo finit par retrouver la parole. « Du vent !» coassa-t-il, appuyant sa menace d'un geste furieux. « Je déclare ce vaisseau mien. Si tu ne veux pas baigner dans ton propre sang, laisse-moi profiter de ma conquête !» Joaz eut un reniflement de mépris et lui tourna le dos. Carcolo inspira profondément et, jurant à voix basse, s'élança vers lui. Bastgiven lui saisit le bras et le fit reculer. Il se débattit. D'un air sérieux, Bastgiven lui chuchota quelque chose dans l'oreille. Carcolo, au bord des larmes, se détendit enfin. Pendant ce temps-là, Joaz avait examiné la pièce. Les murs étaient gris et nus, le pont recouvert d'un résidu noir, spongieux et élastique. Aucun éclairage apparent. Pourtant, la lumière était présente partout, exudant des parois. Un courant d'air rafraîchissant diffusait une odeur âcre, une odeur que Joaz n'avait pas détectée jusque-là. Il toussa. Le sang se mit à battre contre ses tympans. Un soupçon effrayant se transforma chez lui en certitude. Il se précipita lourdement vers la porte en alertant ses troupes. « Dehors! Ils nous empoisonnent !» Il trébucha jusqu'à la rampe d'accès, la descendit et inspira une goulée d'air frais. Ses hommes et ses harpies suivirent, puis Hervis Carcolo et les siens se précipitèrent en chancelant. Le groupe haletant passa sous la carlingue de l'énorme vaisseau, les jambes en coton, les yeux larmoyants. Au-dessus de leur tête, conscients de leur présence, ou indifférents peut-être, les canons du vaisseau tirèrent de nouvelles salves. La flèche des appartements de Joaz vacilla et s'effondra. Les éboulis n'étaient plus qu'un amoncellement de cailloux qui roulaient lentement vers l'entonnoir formé par une vaste ouverture voûtée. À l'intérieur de celle-ci, Joaz aperçut une silhouette sombre, un éclat brillant, une structure. Puis il fut attiré par un bruit inquiétant dans son dos. À l'autre bout du vaisseau, des cavaliers lourds venaient d'apparaître à une porte. 3 nouvelles escouades de 20 hommes chacune, flanquées d'une douzaine de porteurs d'engins, armés de 4 projecteurs roulants. Joaz recula, courbant le dos d'un air consterné. Il jeta un coup d'œil à ses troupes. Elles n'étaient pas en état d'attaquer ni de se défendre. Une seule alternative possible, la fuite. « À la crevasse Clybourne !» cria-t-il d'une voix pâteuse. Trébuchant, titubant, les rescapés des 2 armées passèrent sous l'avant du gigantesque vaisseau noir. Derrière eux, rapidement mais sans précipitation, les cavaliers lourds se mirent en mouvement. Joaz contourna le vaisseau et stoppa brutalement. À l'entrée de la crevasse Clybourne attendait une 4e escouade de cavaliers lourds et un porteur d'engins armé. Joaz regarda à droite et à gauche, puis inspecta toute la vallée. De quel côté aller? Où fuir? Vers les éboulis? Ils avaient disparu. Sous l'arche qui lui avait été cachée jusqu'alors par les éboulis de roche, un mouvement lent et impressionnant attira son attention. Un objet noir avançait. Un obturateur fut relevé et un miroir ardent étincela.
Presque aussitôt, un faisceau lumineux d'un bleu laiteux perfora le disque arrière du vaisseau des basiques. À chacune de ses extrémités, le mécanisme émit un grincement torturé qui, après avoir remonté toute la gamme des aigus, devint inaudible. L'éclat des disques terminaux s'estompa, ils prirent une teinte grise, terne. Le bruissement, témoin de la puissance et de la vie qui avait animé jusqu'alors le vaisseau, fit place à un silence de mort. L'engin lui-même avait expiré. Sa masse, brutalement privée d'appui, s'écroula sur le sol dans un grondement impressionnant. Les cavaliers lourds, consternés, fixèrent l'épave qui les avait transportés jusqu'à Aerlith. Profitant de leur moment d'hésitation, Joaz ordonna « Repliez-vous vers le nord! Quittez la vallée !» Les cavaliers lourds se mirent à leur poursuite d'un air résolu, mais les porteurs d'engins leur intimèrent l'ordre de s'arrêter. Ils positionnèrent leurs armes et les pointèrent sur la caverne située derrière les éboulis. Dans l'ouverture, des ombres dévêtues s'agitaient fébrilement. Elles traînaient une énorme machine sur le sol. Le faisceau lumineux d'un bleu laiteux apparut de nouveau, alternant ombre et lumière. Quand il s'éteignit, porteurs d'engins, armes et les 2/3 des cavaliers lourds avaient disparu, tels des mythes dans un brasier. Les survivants s'arrêtèrent, puis reculèrent, incertains, vers le vaisseau. À l'entrée de la crevasse Clybourne, la dernière escouade de cavaliers lourds patientait toujours. Le porteur d'engin qui les accompagnait se pencha sur son projecteur à 3 roues. Il procéda à des réglages avec le plus grand soin. Dans l'ouverture assombrie, les sacerdotes nus s'activaient vivement, poussant un peu par-ci, mettant une cale par-là. Leur concentration, la tension de leurs muscles et les battements de leur cœur se communiquèrent à chaque homme présent dans la vallée. Le rayon lumineux jaillit une fois de plus, mais trop court. Il fit fondre la roche à 100 mètres au sud de la crevasse Clybourne. Du canon du porteur d'engin s'échappèrent des flammes oranges et vertes. Quelques secondes plus tard, l'entrée de la caverne se désintégra. Cailloux, corps, morceaux de métal, de verre et de caoutchouc volèrent dans les airs. Le son de l'explosion se répercuta dans toute la vallée. L'objet noir de la caverne était détruit. Il n'en restait plus que des débris métalliques. Joaz inspira 3 fois profondément, évacuant par sa seule volonté les effets néfastes du gaz soporifique. Il ordonna à ses meurtriers « Chargez! Tuez !» Ceux-ci bondirent en avant. Les cavaliers lourds se jetèrent à plat ventre, braquèrent leurs armes, mais furent rapidement débordés et massacrés. À l'entrée de la crevasse Clybourne, la dernière escouade de cavaliers chargea avec sauvagerie et fut immédiatement attaquée par les harpies et les horreurs bleues qui avaient longé la falaise. Le porteur d'engin fut encorné par un meurtrier. Toute résistance cessa dans la vallée. Le vaisseau était sans défense. Joaz se rua le premier le long de la rampe, franchit le seuil de la porte principale et poursuivit son chemin jusqu'à la chambre de largage plongée dans l'ombre. Le canon laser se trouvait là où ses hommes l'avaient laissé. Dans la pièce, les 3 portes donnant accès à divers endroits du vaisseau furent rapidement calcinées. La première révéla une rampe en colimaçon. La deuxième, une longue salle vide équipée de couchettes superposées. La troisième était identique à la précédente, mais ses couchettes, occupées par des ombres au visage livide qui se mirent à agiter les mains. Des matrones courtaudes, vêtues de robes grises, arpentaient le couloir central. Hervis Carcolo se précipita sur elles, les projeta au sol et alla inspecter les lits. « Dehors !» tonna-t-il. « Nous sommes venus à votre secours. Vous êtes sauvés. Dépêchez-vous de sortir tant que vous en avez la possibilité. » La demi-douzaine de porteurs d'engins et de traqueurs n'opposa qu'une faible résistance. Quant à la vingtaine de mécaniciens, de petits hommes minces aux traits anguleux et aux cheveux noirs, elle n'en opposa aucune, pas plus que les 16 basiques survivants. 12 quittèrent le vaisseau en tant que prisonniers. C'était Les Maîtres des Dragons, un roman court par Jack Vance. Chapitre 12. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee ou souscrivez à Cosmodieu Premium pour des exclusivités et des avant-premières. Cosmoditrice, Cosmoditeur, je vous souhaite le meilleur. Merci, à bientôt.